L'information de 23 heures sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les grands titres sommaires de cette édition. Les ambassadeurs de l'Inde et du Burkina Faso reçus ce lundi par le chef de l'État Alassane Ouattara, de diplomates en fin de mission dans notre pays. Et avec le président de la République, ils ont évoqué l'état des relations entre leurs États et la Côte d'Ivoire, ainsi que les différentes perspectives de coopération. Audience du vice-président, Tiemoko Melie-Kone accordait une audience au président directeur général du groupe bancaire américain Citibank, responsable des régions Europe, Afrique et Moyen-Orient. Une audience axée sur l'appui de la Citibank dans le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. Nous parlerons aussi de la première rencontre entre les présidents Xi Jinping et Joe Biden la veille du G20 pour la Chine comme pour les États-Unis. L'idée est de faire redescendre la température sans faire trop de concessions. Bienvenue dans ce 23 heures. 2 diplomates étaient reçus ce lundi par le chef de l'État, Alassane Ouattara, voyant ensemble l'audience accordée par le président de la République à l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Le diplomate de l'Inde achève une mission entamée dans le pays en septembre 2018, 4 ans dans ce pays qu'il qualifie de hub au niveau de la croissance économique en Afrique. Le chef de l'État a dit pouvoir compter aussi sur l'Inde pour aider l'Afrique à avoir un siège supplémentaire au Conseil de sécurité des Nations Unies et ainsi qu'au niveau du G20. On le voit dans ce reportage de Viviane Aïma. Au terme de sa mission en tant que chef de la représentation diplomatique de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Seilas Tengal est venu ce lundi 14 novembre au palais présidentiel dire ses remerciements au président de la République Alassane Ouattara pour l'environnement socio-politique et économique en Côte d'Ivoire qui a permis un renforcement de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Le président de la République, pour sa part, a loué la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, saluant également les qualités de l'ambassadeur Seilas Tengal. J'ai vraiment le grand plaisir de vous dire que je viens de recevoir monsieur l'ambassadeur de la République de l'Inde, un grand pays que j'ai connu au cours de mes précédentes fonctions et que j'ai visité, où de nombreux économistes bien connus ont reçu le prix Nobel. C'est un pays ami de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur a passé 4 années avec nous et a fait des choses importantes pour notre pays, notamment dans le domaine de l'anacarde, la transformation donc en cajou. Et vraiment, je voudrais lui dire à quel point nous sommes reconnaissants pour les excellentes relations que nous avons avec son grand pays. Et nous comptons sur lui aussi au plan diplomatique pour aider l'Afrique à avoir un siège supplémentaire au Conseil de sécurité. Et bien sûr, un siège également au groupe des 20, où l'Afrique est représentée tout simplement par l'Afrique du Sud. I came to say thank you for his visionary guidance. Je suis venu dire merci au président pour son leadership visionnaire et également pour tous les efforts déployés donc, par lui et son gouvernement afin de faciliter la promotion des relations donc, entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. J'ai également dit au président que tout comme la Côte d'Ivoire, l'Inde est également un hub de croissance en termes de croissance économique. La Côte d'Ivoire donc l'est au niveau de l'Afrique de l'Ouest et l'Inde en Asie du Sud. Et donc sur cette base-là, les 2 pays peuvent travailler ensemble dans le sens d'une coopération gagnant-gagnant. Les domaines clés que j'ai mentionnés au président sont premièrement l'agriculture, le domaine ensuite des TIC, ensuite le domaine pharmaceutique, le domaine de la santé, également le domaine automobile. Alors dans le secteur donc, de l'agriculture, j'aimerais prendre un exemple. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur d'anacarde, de noix de cajou donc, et l'Inde est le plus grand consommateur. Un deuxième aspect, c'est que la Côte d'Ivoire importe beaucoup de riz.
Et l'Inde également exporte beaucoup de riz. Et donc, tout naturellement, les deux pays peuvent établir une base de coopération sur ces exemples dans le domaine agricole. La coopération donc entre l'Inde et la Côte d'Ivoire réserve un futur radieux. Et donc, mon objectif est de continuer, même étant en fin de mission, donc de continuer à travailler pour que ce futur radieux-là puisse voir le jour. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire achève sa mission après 4 années en Côte d'Ivoire. C'est le 26 septembre 2018 qu'il avait pris officiellement fonction. L'autre audience du chef de l'État ce lundi était accordée à l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Les particularités de la coopération ivoiro-burkinabé ont été soulignées. Des relations anciennes, diversifiées et multiformes, concrétisées d'ailleurs par le traité d'amitié et de coopération qui a favorisé d'importants chantiers. On le voit dans ce compte-rendu de Viviane Aïma. Reçu au palais présidentiel ce lundi 14 novembre, l'ambassadeur du Burkina Faso, Mahamadou Zongo, en fin de mission, est venu saluer le président de la République, Alassane Ouattara, avant de regagner son pays. Je viens de recevoir M. l'ambassadeur du Burkina, qui a terminé sa mission en Côte d'Ivoire, qui est venu donc prendre congé de nous. Je voudrais remercier M. l'ambassadeur, qui est resté avec nous pendant plus de 6 ans, et qui a participé à toutes nos réunions dans le cadre du traité d'amitié et de coopération que malheureusement nous avons dû suspendre en raison de la transition militaire au Burkina, et tout ça pourra reprendre ultérieurement une fois que le Burkina aura un gouvernement constitutionnel. Je veux dire à M. l'ambassadeur que les liens sont particuliers et très étroits entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, et nous savons le travail important qu'il a fait. Et je lui ai demandé de transmettre aux nouvelles autorités nos vœux de réussite dans la lutte contre les groupes armés terroristes, et lui dire que nous savons que c'est une tâche difficile. Les nouvelles autorités peuvent compter sur le soutien de la Côte d'Ivoire. Pour l'ambassadeur Mahamadou Zongo, les liens fraternels et anciens entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire restent l'atout majeur. Je suis venu témoigner ma reconnaissance au président de la République pour le soutien et l'accompagnement dont j'ai bénéficié durant tout mon séjour en tant qu'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup parcouru la Côte d'Ivoire du sud au nord jusqu'à l'ouest, et aussi bien au niveau des autorités centrales que des autorités locales. On a toujours bénéficié de l'accompagnement nécessaire pour réaliser la mission pour laquelle je suis venu ici. Justement, au regard des relations, je dirais, anciennes, diversifiées et multiformes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, beaucoup de choses ont été faites, mais on peut dire que c'est à travers le TAC, le traité d'amitié et de coopération qui a été signé en 2008 entre les deux pays, que beaucoup de choses ont été réalisées. Je peux donner comme des exemples la fourniture d'électricité. Il y a des questions assez sensibles qui ont été évoquées, mais qui, à cause de la qualité des relations, ont pu trouver, disons, des voies d'engagement assez, je dirais, honorables. Je pense surtout à la question de la frontière, la délimitation et la matérialisation de la frontière, et qui montre justement que l'amitié, ce n'est pas quand il n'y a pas de problème. L'amitié permet de résoudre les problèmes les plus compliqués tout en gardant des bons rapports. Je repars au Burkina très satisfait de mon séjour ici. C'est en juillet 2016 que l'ambassadeur Mahamadou Zongo a pris officiellement fonction. Au palais de la présidence de la République, on a aussi parlé de l'appui au développement économique et des infrastructures en Côte d'Ivoire, un sujet abordé par le vice-président et le président directeur général du groupe bancaire américain Citibank. Viviane Aïma nous fait le point. La Citibank, grande banque américaine spécialisée dans l'offre de financement aux administrations, aux entreprises locales, aux multinationales, aux organisations non gouvernementales. Son PDG en charge de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, David Livingstone,
a été reçu ce lundi 14 novembre par le vice-président de la République, Kone Tiemoko Mélié. L'appui de la Citibank au financement d'infrastructures en Côte d'Ivoire a constitué le menu de l'entretien. Ça fait plusieurs années que nous sommes là. On soutient l'économie et la République de la Côte d'Ivoire et nos capacités à attirer des investisseurs et des investissements pour la Côte d'Ivoire. La Citibank est présente en Côte d'Ivoire depuis 40 ans à travers sa filiale Citibank Côte d'Ivoire. Et nous partons à présent pour Yamoussoukro. 5 projets de loi ont été ratifiés par les sénateurs de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Ce sont des textes présentés par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Kandia Camara, et qui devraient permettre d'amener le pays à respecter ses engagements sur le plan international, suivant les explications données par Kader Sokotogo. À peine sorti du séminaire gouvernemental que Kandia Kamisoko Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, dépose ses valises au Sénat. Elle est au nom du président de la République, porteuse de 5 projets de loi à ratifier devant la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, présidée par la sénatrice Manidja Diabaté Touré. Ces projets de loi à ratifier ont trait à la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, à la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, à la Convention internationale de 1989 sur l'assistance et la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et toute menace sur la santé publique. Et enfin, le protocole AP4-103 de la CEDEAO sur l'énergie. Ici, l'intérêt du pays est mis en avant. L'adoption de ces 5 conventions va permettre à la Côte d'Ivoire de respecter ses engagements nationaux comme internationaux. Mais surtout, ces conventions vont permettre à la Côte d'Ivoire de mobiliser des ressources. Nous sommes dans un monde menacé aujourd'hui par le terrorisme et l'une des conventions permettra vraiment de faire en sorte que nos populations vivent en toute sécurité et que la Côte d'Ivoire se développe. La Commission a donné son feu vert pour la ratification des 5 projets de loi. Reste la plénière. L'Assemblée nationale poursuit sa synthèse pour la répartition du budget de l'État pour l'année 2023. Serge Colléa rapporte l'exposé de 4 ministres devant les députés pour les départements de la santé, de la protection sociale, de la jeunesse et de la solidarité. On regarde. Face aux députés de la Commission des affaires économiques et financières, 4 ministres. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a défendu avec succès son budget 2023, évalué à 42 milliards de francs CFA. Nous allons parfaire notre organisation territoriale. Je parlais donc des guichets emploi qui ont été créés, de la plateforme technologique qui permet aujourd'hui aux jeunes, partout où ils sont, d'accéder aux informations ou aux différents services. Donc c'est autant de dispositifs qui seront renforcés les prochains mois. Les parlementaires ont également répondu favorablement à la présentation du ministre Demba Pierre, dont le département est crédité d'un budget de 635 milliards de francs CFA. Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a reçu l'aval des parlementaires pour l'exécution de son budget 2023 qui se chiffre à 52 milliards de francs CFA. Au niveau du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, 50 milliards de francs CFA sont prévus pour 2023. Les députés ont bien voulu nous accorder les voix pour permettre au gouvernement de faire le travail qui se doit pour 2023 afin d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République. Examen réussi, pourrait-on dire, pour les envoyés du chef de l'État. Les patrons d'industrie et de marques du textile sont présents actuellement à Abidjan. Ils sont les invités de la CPC. Ces industriels veulent comprendre l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire et surtout maîtriser le circuit de production du coton. Il s'agit pour le CPC, à travers ce roadshow, de promouvoir la destination Côte d'Ivoire afin d'attirer des investissements directs étrangers et aussi développer l'écosystème national.
Des échos de la COP27, la Côte d'Ivoire et le Ghana font le bilan des actions engagées pour éliminer la déforestation de la chaîne du cacao. Et on le rappelle, en novembre 2017, les deux pays s'engageaient sur un cadre d'action commune de l'initiative Cacao et Forêt. Et aujourd'hui, à la COP27, eh bien, l'heure est au bilan. Le rapport de Grace Kando et Adama Kéré depuis Sharm el-Sheikh en Égypte. On regarde. L'initiative Cacao et Forêt entre les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana et une trentaine d'entreprises du secteur vise à éliminer la déforestation de la chaîne d'approvisionnement du cacao. 5 ans après la mise en œuvre de cette initiative, les représentants de ces deux États font le point de ce cadre d'action commune. Il s'agit des ministres des eaux et forêts de la Côte d'Ivoire et celui des ressources naturelles de la terre du Ghana. L'initiative Cacao et Forêt a fortement contribué à la réduction de la déforestation au Ghana. Pareil qu'il y a eu beaucoup d'actions de durabilité qui ont été menées et le ministre a aussi tenu à insister sur le fait qu'effectivement il faut protéger les forêts, mais tout ce que nous faisons ne peut atteindre le but escompté si nous ne mettons pas les producteurs de cacao au centre des initiatives et des actions qui sont menées. Nous avons fait des pas géants au niveau de la Côte d'Ivoire. Et on souhaiterait que les partenaires puissent s'engager résolument à faire en sorte que nous atteignions les objectifs. Pour ce qui concerne la déforestation, il faut qu'en 2030, la Côte d'Ivoire puisse atteindre 6 500 000 hectares, puisqu'aujourd'hui nous n'avons que 3 millions. Mais pour cela, la Côte d'Ivoire a besoin de 616 milliards de francs CFA et on n'a besoin que des partenaires. L'État de Côte d'Ivoire a prévu des mécanismes, il faut qu'il rentre là-dedans pour qu'on puisse avancer. Le point qu'on fait ici démontre que la Côte d'Ivoire est en pole position et est en avance. Et avec le Ghana, nous faisons corps pour pouvoir faire la pression nécessaire sur les partenaires pour qu'eux puissent respecter leur engagement. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la mise en œuvre de toutes ces initiatives appelle à une synergie d'action. Pour que le cacao puisse s'épanouir, il faut qu'il y ait une forêt qui soit ambiante. C'est pour cela que nous travaillons à consolider nos acquis. Nous sommes venus donc dire qu'ensemble, nous devons travailler pour ne pas que les uns les autres soient lésés dans le cadre de cette politique. Le cacao amène la forêt. Le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani, appelle le secteur privé à plus d'engagement en faveur de la préservation et de la réhabilitation des forêts ivoiriennes. Nous revenons en Côte d'Ivoire sur cette rencontre autour du développement de l'audiovisuel en Afrique. Une rencontre s'est ouverte. Il s'agit de la 3e Assemblée générale du réseau africain des télédiffuseurs, rencontre qui s'est ouverte ce jour. C'est un cadre de réflexion sur les enjeux et les défis liés à l'entretien et le déploiement de la TNT dans l'espace audiovisuel de la sous-région. Ces réflexions vont durer 3 jours. Ami Diarra-Souba et Moussa Kounaté reviennent sur l'ouverture de ces séances. 3e Assemblée générale du réseau africain des télédiffuseurs à Abidjan. Les experts en télédiffusion sont réunis autour du thème « La viabilité des télédiffuseurs ». Les enjeux de cette 3e Assemblée générale sont très, très importants. Vous savez que donc, nous avons mis cette association en place depuis 2021 parce que nous partageons des problèmes communs au niveau des télédiffuseurs de la zone UMOA. Nous avons donc des problèmes communs et entre autres la viabilité en tout cas de nos différentes structures, donc qui est un enjeu très, très, très important pour nous. Et donc au cours de cette assemblée, nous allons passer au pain fin tous les enjeux en ce qui concerne les télédiffuseurs de la zone UMOA. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs institutions de télédiffusion venues de différents pays de la sous-région. Partage d'expériences et recommandations sont au menu. Nous sommes confrontés à pas mal de difficultés, notamment la viabilité de nos sociétés de diffusion, les éditeurs de services qui sont les seuls produits de financement de nos structures de diffusion. Donc il faut y réfléchir pour trouver des voies et moyens, pour trouver d'autres produits qui puissent
nous permettent d'asseoir un modèle économique viable sur l'ensemble de l'espace IOMOA. Durant ces 3 jours, les réflexions graviteront autour des questions liées, entre autres, au paiement des droits de diffusion par les éditeurs, aux possibilités d'élargissement des missions des opérateurs, au modèle économique de la télévision numérique terrestre TNT en Côte d'Ivoire. Vos réflexions graviteront autour des questions liées, entre autres, au paiement des droits de diffusion par les éditeurs, aux possibilités d'élargissement des missions des opérateurs, au modèle économique de la TNT, aux partenariats stratégiques et aux possibilités de création d'un bouquet UEMOA que nos États devraient accueillir sans difficulté, vu que la commission de l'UEMOA nourrissait également cette idée. C'est en mai dernier, lors de la 2e Assemblée générale, que le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter cette session. La Côte d'Ivoire célèbre demain, mardi 15 novembre 2022, la Journée nationale de la paix. Pour rappeler les valeurs de vivre ensemble, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a mené des actions communautaires, selon ce compte-rendu de Souleymane Denisongou et F. Boué. La mosquée méité du quartier Kokoman de Diokwe dispose désormais de son point d'eau. Une action visant à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. L'aboutissement de cette action est le fruit de plusieurs démarches de consultation faites par les initiateurs de ce programme. Nous avons apprécié cette démarche de la présence de cette délégation du quartier Carrefour est un autre symbole fort. Dans l'optique d'apporter une réponse aux préjudices subis par les communautés et les victimes, ce programme intervient sur 2 axes, à savoir la réparation collective ou communautaire et la réparation individuelle. Autre étape de cette journée, la pose de la première pierre de 2 classes du groupe scolaire de Diokwe Carrefour. Fruit du soutien conjoint du Fonds au profit des victimes de la CPI et l'Association des volontaires pour le service international AFSI. Que cette école puisse encadrer, accompagner les enfants à devenir les citoyens de la Côte d'Ivoire et de continuer à faire en sorte que la ville de Douékoué soit le carrefour d'où parle la paix. Saluant ce acte, le ministre Kouadio Konan Bertin sème les graines de l'espoir. La cérémonie qui nous réunit tous ici est le symbole par excellence du triomphe du jour sur la nuit, de la primauté de la lumière sur les ténèbres, de la grandeur de l'espoir sur toutes les formes de régression. Imbibé de la vision du président de la République, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. La 26e édition de la Journée nationale de la paix, du pardon et du souvenir qui se déroule à Diokwe vise à renforcer la culture du pardon. Voilà un pan de l'hymne national exécuté par des élèves à Diokwe. Les institutions de la République s'ouvrent au public dans le cadre de journées portes ouvertes organisées les 21 et 22 novembre prochains. C'est un salon de présentation des institutions qui servent la Côte d'Ivoire et qui travaillent à améliorer le quotidien des Ivoiriens. Laure Goretti et Sidonie Davila. Des journées portes ouvertes pour connaître davantage les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Initiée par le ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions de la République, Gilbert Kafana Koné, ces journées se tiendront les 21 et 22 novembre à l'Hôtel Ivoire. Elles sont destinées à toute la population. Que le thème central est cohésion sociale et unité nationale, contribution des institutions de la République. Il est inspiré par la politique menée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui n'a cessé, depuis son accession à la magistrature suprême, de poser des actions en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Cet événement va réunir sur le même lieu 13 institutions de la République qui, à travers des stands, des panels, des conférences et échanges, communiqueront sur leur mission, leur fonctionnement. Il est important que les institutions de la République puissent prendre toute leur place dans ce processus de réconciliation lancé par le président de la République. Ce sera donc le lieu de rencontre et d'échange entre les institutions et nos concitoyens
qui sont tous conviés. La première édition des journées portes ouvertes des institutions de la République de Côte d'Ivoire s'est tenue en 2019 avec près de 3000 participants. Cette deuxième édition attend près de 5000 visiteurs. Et nous parlons à présent de développement dans le nord du pays. Le ministre-gouverneur du Tchologo s'imprègne des besoins des populations. Il parcourt actuellement la région du Tchologo, une tournée pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux engagés, notamment le chantier du port sec de Ferké et aussi les besoins et réalités des populations sur le terrain. Une mission dans laquelle il est accompagné de plusieurs autorités administratives, politiques et traditionnelles. Ami Sissoko. Le Tchologo est la deuxième étape de la tournée d'imprégnation dans le district des Savanes du ministre-gouverneur Issa Coulibaly. Une visite de travail et d'échange après celle de la Bagoué sur les questions de développement. Première étape, le port sec de Ferké. Le ministre-gouverneur a constaté de visu l'état d'avancement des travaux de recasement des populations qui est à 32% et l'installation du chantier avec un taux d'exécution de 58%. Pour le port sec de Ferké, ce sont environ 2000 emplois directs en phase travaux. Après le port sec, le ministre-gouverneur met le cap sur le foyer des jeunes de Ferké pour échanger avec la population des départements de Ferké, Ouangolo et Congo. Il s'agit ici de dégager les priorités au plan économique, social, environnemental et culturel de la région du Tchologo. Nous avons beaucoup de problèmes. Il y a la question des infrastructures. On pourrait parler de routes, d'écoles, de ceci. J'ai dit une bonne partie de ces questions santé et autres sont portés par le président du conseil régional qui le mène assez bien. Mais une question perturbe l'ensemble de nos parents, c'est la question foncière. Les problèmes de terres cultivables, le problème d'installation de nos parents. Cette mission du ministre-gouverneur Issa Coulibaly s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation et de la déconcentration du développement local en vue de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale. Ces missions ne peuvent nullement être conduites à bon terme si nous n'obtenions pas l'adhésion effective, la participation entière de toutes les filles et de tous les fils du district autonome des Savanes et notamment du Tchologo. J'en appelle donc à votre adhésion. Toutes ces visites visent à élaborer le schéma directeur d'aménagement et de développement du district autonome des Savanes ainsi qu'un livre blanc unique des 3 régions, Bagoué, Poro et Tchologo. La journée mondiale du diabète est commémorée ce 14 novembre et en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé travaillent à faciliter la prise en charge des personnes vivant avec le diabète. Dans le pays, on enregistre 6% de taux de prévalence. Et pour les personnes touchées par le diabète et personnes à haut risque, la prescription est celle-ci, sport et célébration, activités sportives. On le voit dans ce reportage de Didier Nguessan. Se dépenser physiquement pour évacuer le sucre et le gras des aliments consommés. Ces personnes du 3e âge sont actives et par le sport, elles entendent prévenir le diabète. On m'a trouvé une glycémie élevée et c'est le médecin, après avoir donné son ordonnance, il a donné une autre ordonnance pour la nutrition et il a donné une autre ordonnance pour le sport. L'activité physique leur permet d'équilibrer leur glycémie, leur permet de réduire les taux de mauvais cholestérol. C'est des personnes qui arrivent à trouver facilement le sommeil. En plus du sport, il faut également surveiller ses constantes. Taille, taux de taille, tension, poids et taux de glycémie. Tout est contrôlé par cette équipe médicale. La tranche d'âge 20 à 79 ans, le taux de prévalence est de 6,2%, ce qui est très important. Les patients ont un certain nombre de molécules originales et qui permettent d'être bien pris en charge. À défaut de diminuer le taux de prévalence du diabète, la prise en charge est une autre préoccupation pour l'Organisation mondiale de la santé.
Un malade viendra vous dire que par mois, il dépense jusqu'à 89 000 francs de médicaments antidiabétiques oraux. Il y a des efforts à faire dans ce sens pour que tout le monde ait accès aux médicaments dont on a besoin, notamment les diabétiques, pour qu'ils puissent survivre. Les participants ont également été sensibilisés sur l'administration d'une nouvelle dose de vaccin anti-Covid, l'immunité étant en baisse après 6 mois. Dépistage, l'activité sportive et bonne hygiène de vie et alimentaire pour résister au diabète. L'actualité à l'international retient ce lundi que Joe Biden et Xi Jinping se sont parlé pendant 3 heures dans le cadre d'un entretien qualifié de sincère par la Maison-Blanche visant à aplanir les nombreux contentieux entre les deux puissances. Un premier tête-à-tête des chefs d'État américains et chinois la veille du sommet du G20 qui se tiendra mardi et mercredi prochain sur l'île indonésienne de Bali. Ces 3 dernières années, la rivalité entre Pékin et Washington s'est intensifiée à mesure que la Chine gagnait en puissance et en assurance, se remettant en question le leadership américain et la donne géopolitique depuis la fin de la Seconde Guerre. Les deux puissances se sont à couteau tiré sur des questions allant du commerce aux droits de l'homme dans la région chinoise de Xinjiang et en passant par le statut de Taïwan. Et la Chine refuse par ailleurs de condamner l'offensive russe en Ukraine, un sujet qui sera d'ailleurs en toile de fond du G20, cette réunion placée sous la devise « Se rétablir ensemble, se rétablir plus solidement ». Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur RTI 1. À demain.